Bonjour et bienvenue à cette rencontre avec Madame Hélène Roche, éthologue, qui va répondre aux questions que vous lui avez préalablement posées. Mais tout d'abord, je me présente. Mon nom est Sandy Letarte. Je suis la fondatrice d'Équin Communication, une entreprise de services conseils et de formation en comportement équin. Alors, bonjour Hélène. Bonjour Sandy. Avant de débuter, j'aimerais mentionner que tu enseignes le module sur l'éthologie dans la formation de praticiens en comportement équin en français et plus récemment en anglais. Donc, pour les personnes qui seraient plus à l'aise avec l'anglais, sachez que cette formation est maintenant disponible dans cette langue. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la première question que je vais lire et te laisser répondre par la suite. Quel enrichissement simple peut-on ajouter dans un pré afin de favoriser le bien-être des chevaux? Alors merci pour cette question parce que souvent on parle d'enrichissement pour les chevaux qui sortiraient pas et voilà, on essaie de trouver Mhm, un petit peu des inventions et puis je pense qu'on néglige parfois ce qu'on peut proposer aux chevaux qui sont dehors. Alors déjà il y a des choses on va dire de base parce que c'est pas parce qu'ils sont dehors qu'en effet tous leurs besoins sont satisfaits. Donc on va commencer par les besoins avant de parler de réellement d'enrichissement. Donc, les besoins fondamentaux des chevaux, ça va être de pouvoir manger à volonté, donc manger des fibres longues, donc du foin ou de l'herbe. Donc ça peut être évidemment ça qu'on peut leur apporter s'ils n'en disposent pas. Mais ça peut aussi être grignoté, hein. Par exemple, s'il y a des haies, des arbres, des sous-bois, ils peuvent aussi explorer et faire de la recherche alimentaire sans forcément beaucoup s'alimenter, mais ça les occupe. Donc ça, c'est des petits plus qui vont vraiment compter. La possibilité d'avoir des contacts sociaux, donc d'être avec des congénères, ça, ce sont, on va dire, des besoins et bien sûr, ça va enrichir leur vie. Mais j'ai un petit peu de mal à parler d'enrichissement quand il s'agit des besoins fondamentaux des chevaux. Donc ça, c'est, on va dire, les points essentiels. Et puis évidemment, s'ils sont dehors, a priori, les besoins de déplacement libre sont satisfaits. Donc ça, normalement, mhm. il n'y a pas de problème. Et donc, ce qu'on peut ajouter, les petits plus, ça va être, par exemple, d'avoir des supports de grattage. On oublie un petit peu que les chevaux, ils aiment bien se frotter sur des choses et parfois on leur propose des environnements, je dirais, un petit peu trop simples. Et donc, il n'y a pas de trucs qui dépassent, à part peut-être l'abreuvoir, qui vont donc abîmer parce qu'ils vont se frotter dessus ou risquer de tomber dedans si c'est un gros abreuvoir, par exemple. Et donc, on va avoir des supports de grattage. Ça peut être un rocher, ça peut être un tronc d'arbre, évidemment. Ça peut être aussi une souche. Donc, si vous avez coupé un arbre, vous pouvez laisser un morceau de cet arbre ou le tronc en entier. Et vous verrez que les chevaux vont être assez inventifs pour se gratter le dessous de la tête, un postérieur pour les chevaux qui ont des gros fanons. Ils vont Mhm. apprécier de pouvoir se frotter les postérieurs. Et puis, si c'est plus haut, ils vont apprécier notamment de se frotter au niveau des épaules, de la croupe. Donc, on peut penser à différentes hauteurs. Et puis, si on ne dispose pas d'éléments, on va dire, naturels, on peut aussi mettre en place des tapis de grattage, donc soit des sortes de paillassons, donc, qui servent pour nous, pour s'essuyer les pieds, qu'on peut trouver voilà, en magasin de bricolage. Et puis aussi se développent des tapis qu'on met dans les élevages de bovins en particulier, qui sont en Ouais. caoutchouc et qui sont exprès pour être fixés sur des barrières en métal, voilà, sur différentes choses. Donc, vous pouvez aussi maintenant trouver, je dirais, à destination des animaux, ces tapis de grattage un peu plus spécifiques, mais vous pouvez très bien aussi prendre des balais brosses, juste la tête du balai, la visser sur un mur, ou voilà. Donc, on peut être inventif pour les supports de grattage, bien sûr, en réfléchissant qu'ils ne soient pas dangereux pour les chevaux. Par contre, je déconseillerais les brosses rotatives qu'on peut voir justement dans les élevages bovins et parfois de chèvres, mais plus rarement. C'est des brosses qui vont, donc c'est des grosses brosses comme un peu pour les car wash, vous voyez, où on va laver les voitures, là, c'est type un peu de brosse là, qu'on peut avoir, alors, soit il y a des brosses qui vont être simples, avec des ressorts, et la brosse est fixée sur ressort, et l'animal passe en dessous, et il va se frotter.
mais vous avez aussi donc ces brosses qui peuvent tourner et qui se déclenchent quand l'animal est proche. Sauf que le risque pour nos chevaux, c'est qu'ils se prennent les crins dedans et que ce soit dangereux pour eux. Alors, Mm. il y a la crinière, mais c'est surtout la queue, où ils pourraient avoir des accidents. Donc, si votre cheval a la crinière rasée ou la queue rasée, il n'y a peut-être pas de problème, mais quand même, c'est pas recommandé. Enfin voilà, ou vraiment être très très prudent. Je pense que les systèmes avec rotation, il vaudrait mieux éviter parce que ces systèmes-là, on peut les rencontrer aussi dans le commerce, notamment pour aménager et enrichir pour le coup le milieu des bovins qui sont souvent en stabulation et qui n'ont pas forcément accès à Ouais. l'extérieur à des supports de grattage. Donc voilà pour les supports je dirais, de grattage. Et puis, si vous pouvez aménager peut-être des surfaces aussi de roulade, il peut y avoir des endroits où vous avez du sable ou un matériau assez mou et déformable dans lequel le cheval peut se rouler. Ils apprécieront ça et vous pouvez le délimiter par des gros troncs d'arbres ou des poteaux téléphoniques réformés qui vont permettre d'éviter que ce sol un petit peu friable s'envole, par exemple avec le vent. Donc des aires comme ça de roulade, alors assez grandes, hein, un peu type grand bac à sable pour chevaux. Ça peut leur plaire. Ça, je pense que c'est des petits plus s'ils n'ont pas. Après, si bien sûr, vous voyez qu'ils ont des zones de roulade qu'ils fréquentent volontiers dans l'espace dont ils disposent, c'est pas la peine de rajouter ça. Mais si vous savez que votre sol est peut-être un petit peu trop pierreux ou souvent avec de la boue, ça peut peut-être valoir le coup d'avoir ça en plus. Donc voilà, c'est surtout ça à quoi je pense qui correspondent quand même à des besoins des chevaux. Et puis éventuellement, vraiment en termes d'enrichissement, c'est apporter des objets nouveaux pour en particulier les mâles. C'est plus les hongres et les chevaux non castrés qui vont s'intéresser aux objets qu'ils vont manipuler avec leur bouche, un peu avec leurs pieds. Donc, les ballons qui peuvent saisir entre les dents, là, quand il y a une poignée. Ça peut être des tuyaux, alors des gaines qu'on utilise pour faire passer des câbles électriques, des choses comme ça. Donc, parce que voilà, c'est un long truc qui n'est pas dangereux et ils peuvent pas s'étrangler avec non plus. Donc, des Mm. objets nouveaux, mais il faut bien penser que ça ne doit pas pouvoir se casser, ou en tout cas, si ça se casse, que ce soit pas dangereux, ni que les chevaux puissent les ingérer. Par exemple, un ballon en mousse, non. Un ballon en mousse, le cheval peut en ingérer des morceaux et ça pourrait être grave pour son système Mm. digestif. Les cônes de chantier, des choses comme ça, c'est pas non plus dangereux. Donc, que ça puisse, voilà, si c'est cassé, déjà que ce soit résistant si possible, mais si jamais ça se cassait, que ce soit pas dangereux pour les chevaux. Et puis aussi penser au risque d'étranglement, hein, parce que suspendre des choses par des cordes, parfois on ne pense pas que ça peut faire des boucles et Mm. que les chevaux peuvent enfin, voilà, courir un risque de ce point de vue-là. Donc ça, voilà, ça c'est des choses qu'on peut rajouter, mais ce qui est bien aussi, c'est de les renouveler parce que c'est la nouveauté qui va intéresser les chevaux. Donc pas hésiter à un jour mettre tel objet pendant quelques heures et puis tel autre jour un autre objet et changer au fil de la semaine, par exemple. Donc voilà, on peut faire ça et avoir même un programme d'enrichissement. Et pour les poulains, moi je l'ai fait à la maison là, pour un jeune cheval qui va avoir 5 ans et je l'ai eu quand il avait 2 ans. Je mettais des tuyaux suspendus, là, comme je disais, des gaines, un coup dans un arbre à un endroit, un coup au niveau du râtelier, un coup par terre, un coup dans l'abri. Et ça, à chaque fois, je retrouvais mes tuyaux tirés à plusieurs mètres de là, parfois au bout de quelques minutes où je les avais mis. Donc, ça l'a beaucoup, beaucoup intéressé. Puis, je les voyais aussi aplatis parce qu'il a dû les mâchouiller. Donc, et au moment, je pense, en particulier au moment de la pousse de ses dents, ça a été, je pense, un moment particulièrement intense où il manipulait beaucoup, beaucoup de choses avec les dents, enfin avec la bouche, quoi. Et maintenant, ça, c'est moins le cas. Maintenant, mes tuyaux, ils ont tendance à rester au même endroit et à plus trop bouger. C'est de temps en temps, ils sont au sol et puis ils peuvent pas tomber avec le vent. Là, ils sont tellement longs que c'est pas le vent qui les fait tomber. Donc, je sais bien qu'il y a un Mm. coupable. Donc voilà, ça peut vraiment les intéresser. Il faut trouver les objets qui conviennent. Ou aussi, moi j'ai acheté là des grosses bouées, enfin des bouées qui servent pour amortir dans les ports quand on gare les bateaux.
Mm. Donc, parce que c'est mou, mais c'est un gros truc qu'on peut suspendre, le cheval peut le pousser, bousculer, voilà. Et puis moi, dans le cadre d'une préparation au débourrage, bah, avoir ça qui pend et le cheval qui a ça qui lui cogne les flancs, la croupe au gré de ses déplacements, bah, c'est un exercice de désensibilisation qui fait tout seul. Voilà. Donc voilà pour les enrichissements. D'accord. Donc, on fait attention pour la sécurité, hein, peu importe ce qu'on Oui. place dans leur environnement, ça c'est très important. Une autre question, que signifie ce comportement? Deux points. Lors d'une naissance, tous les autres chevaux de la harde se sont léchés les babines dans le vide pendant une journée. Alors moi, personnellement, j'ai jamais observé ça. Euh, les comportements de léchage dans le vide, c'est pas documenté chez les chevaux. Euh, il peut y avoir, c'est comme je pense, le fait qu'un cheval puisse gratter avec l'antérieur. Il peut y avoir plein de contextes qui vont faire que bah, les chevaux vont se comporter de la même façon, mais pas pour les mêmes raisons, en fait. Vous savez que le grattage, par exemple, ça peut être pour tâter le sol. On imagine que c'est pour ça avant de se rouler, que ça peut être d'impatience, que ça peut être pour intimider un autre cheval. Voilà, il peut y avoir plein de raisons. Ou par douleur aussi. Voilà. Le léchage un peu dans le vide, comme ça, je ne saurais pas dire. Et puis parfois, il y a des choses qu'on ne voit pas à distance. C'est par exemple un étalon. Alors là, c'est pas ça, hein, mais voilà, j'essaye de trouver des explications. Mais un étalon qui a flairé une odeur et qui a pu faire un phlémène, donc retrousser sa lèvre et analyser l'odeur. Très souvent, juste après, il a un écoulement nasal clair. Donc il a le nez qui coule très légèrement, hein, c'est vraiment très très discret. Et ça le fait, on le voit avoir des petits mouvements comme ça de bouche. Donc, et de loin, on ne voit pas du tout cet écoulement nasal, hein. Donc c'est voilà. Est-ce que c'est lié donc à une exploration préalablement olfactive? Est-ce que ça signifie autre chose en termes de justement exploration plutôt gustative? Est-ce que ça a une fonction sociale? Est-ce que c'est un comportement dérivé? Je ne saurais pas dire. Ce qui serait intéressant, ce serait d'étudier ce comportement-là ou d'avoir des témoignages dans d'autres contextes pour savoir un petit peu qui le fait, dans quelles circonstances, est-ce qu'il y a eu un stress avant, est-ce qu'il n'y a pas eu de stress. Là, une naissance dans un groupe déjà établi, ça peut être synonyme d'inquiétude parce que on a une jument qui change de comportement, on a d'autres chevaux qui peuvent changer de comportement aussi, de protection. Ça peut faire peur parce que ce petit être, si les chevaux sont pas habitués à avoir des poulains, bah, ils comprennent bien que c'est un cheval parce qu'il a quand même l'apparence, mais il se comporte pas du tout comme un cheval encore. Donc peut-être ça peut générer de l'inquiétude. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de motivations différentes, mais je ne saurais pas expliquer. En gros, je peux dire je ne sais pas, mais je peux donner des pistes, voilà, celles que je viens Mm. d'évoquer, pour dire bah, ce serait certainement intéressant d'explorer un peu plus ce comportement-là. Oui, tout à fait. Bien, merci Hélène. Donc, on va passer à la prochaine question qui est quoi penser des Paddock Paradise? Alors, les Paddock Paradise, déjà, il y a une marque déposée par le pareur qui s'appelle Jamie Jackson, qui a mis en place ce système de détention des chevaux dans l'idée d'avoir les chevaux dehors, qu'ils puissent marcher. Et son idée à lui, c'était de stimuler la marche en éloignant les points d'intérêt et en créant des pistes dans des environnements, je dirais, assez simples. En gros, vous avez un pré, c'est un rectangle. Bah, au lieu que ce soit un rectangle, vous allez créer des couloirs pour que les chevaux se déplacent d'un point à un autre en cheminant par ces chemins que vous avez créés. Et voilà, et les obliger aussi à faire des détours, à passer, donc dans le principe du Paddock Paradise, sur des surfaces aménagées dans l'idée de stimuler les pieds. Alors je dis bien dans l'idée parce qu'il n'y a pas forcément de preuves scientifiques là-dessus, mais par exemple de marcher dans l'eau, de marcher sur des galets, de marcher dans du sable, plus sur de la terre sur certains endroits, etc. Donc ça, c'est l'idée du Paddock Paradise. Et
aujourd'hui, de ce que j'ai pu entendre, il semblerait que le Paddock Paradise ne permette pas aux chevaux l'accès à l'herbe et que souvent maintenant, dans le principe du Paddock Paradise, les chevaux ne vont pas brouter de l'herbe parce que je pense aussi les personnes qui souvent sont amenées à réfléchir euh, à faire des pistes ont des problèmes de surpoids de leurs chevaux. Et voilà, s'il y a cette problématique qui est présente, les chevaux en surpoids souvent ont des problèmes métaboliques, donc ils sont malades, hein, et donc l'accès à l'herbe est quand même très compliqué parce que ça va déclencher des problèmes, typiquement des crises de fourbure. Et donc, avoir plutôt une alimentation qui ne va pas fluctuer en termes de richesse et donner donc du foin à la place de l'herbe sur pied, ça va être plus sûr pour maintenir la santé des chevaux de manière constante. Alors qu'avec l'herbe, la pousse de l'herbe à certains moments, selon certaines conditions météo, d'ensoleillement, etc., c'est fluctuant et c'est beaucoup plus compliqué à gérer pour ces chevaux-là, qui ont ces problèmes-là. Donc, ça peut se comprendre qu'on ne veuille pas les exposer à la consommation d'herbe donc sur pied. Donc, ça, c'est le principe, je dirais la définition du Paddock Paradise. Ensuite, aujourd'hui, on a plein de personnes qui ont eu envie d'aménager des pistes sans forcément suivre tous les préceptes du Paddock Paradise, par exemple, pas forcément en aménageant le sol euh, par rapport aux pieds nus des chevaux. Et donc, ils vont pas, certains vont par abus de langage. Donc, comme c'est une marque, normalement, on doit respecter un cahier des charges. Et on ne peut pas s'appeler Paddock Paradise si on n'a pas signé le cahier des charges et qu'on rentre dans une certaine démarche. Donc, on peut avoir d'autres terminologies, paddock sur piste, équipiste, qui chacune ont leur particularité. Donc, ça, c'est propre à chacun. Mais dans l'idée, il y a quand même probablement un intérêt déjà à vouloir faire vivre les chevaux dehors. Ça, je pense que c'est quand même plutôt une idée plutôt saine pour la santé des chevaux. Quoique, il faut quand même vérifier que leurs besoins sont satisfaits et qu'ils ne sont pas en souffrance, parce que, par exemple, aménager des pistes, ça veut dire qu'ils vont passer, repasser et repasser toujours aux mêmes endroits, et que, en fonction des terrains, ça peut se transformer en pas en champ, mais en piste complètement boueuse, très profonde si la terre est argileuse, par exemple. Donc, si vous avez un terrain en pente et sablonneux, vous n'aurez pas cette problématique. Mais par contre, si vous avez un peu de l'argile, que l'eau va être retenue, dès qu'il va pleuvoir un peu, vous risquez d'avoir des chevaux qui glissent, qui s'enfoncent beaucoup dans la boue. Et vous pouvez avoir des maladies de peau à cause de ça, des problèmes locomoteurs parce que les chevaux vont glisser, des problèmes de fourchettes pourries, etc. parce que le terrain n'est plus sain. Donc, il faut penser dans ces cas-là à stabiliser. Alors, l'impact sur l'environnement, ça, on pourrait développer aussi. Qu'est-ce que ça veut dire stabiliser? Parce qu'on transforme les sols. Mais les piétiner aussi. Donc, voilà, on ouvre d'autres sujets là. Mais en tout cas, ça peut faire partie, hein, bien sûr, des inconvénients. Et puis, ce à quoi il faut être attentif aussi, c'est que quand on aménage ces pistes, donc j'en parle d'autant plus que je l'ai testé dans une pension où j'avais mon cheval, et puis on avait des parcelles assez similaires, hein, de côte à côte entre différents locataires, je dirais, dans cette pension. Et donc nous, on avait aménagé une piste tout autour de 3 prés à l'intérieur du pré. Puis il y avait évidemment la grande périphérie, si vous voulez, avec l'abri en bas. Et donc c'était légèrement, quand même un peu en pente. Il y avait l'abreuvoir avec un déversement continu donc à un endroit. Et puis en plus, en haut du pré, on n'avait pas clôturé, mais ça faisait quand même comme un petit pré. Et du coup, nous, on avait choisi de ne pas stabiliser parce qu'on n'était pas chez nous, puis ça a un coût. Et clairement, on avait plein de boue en hiver, mais comme les chevaux avaient accès à cette partie haute du pré, quel que soit le moment de l'année, ça s'était pas fermé, alors que l'hiver, on fermait les parcelles du milieu, hein, pour pas qu'elles soient abîmées. Et on faisait une rotation de pâture au milieu. Donc ça, c'est encore un autre principe, c'est pas propre au Paddock Paradise. En fait, les chevaux n'étaient pas dans la boue. Donc, ils n'avaient pas les pieds dans la boue. Ils faisaient le tour, ils marchaient dans la boue, certes, pour aller à leur abri qui était tout en bas, où ils pouvaient se reposer, mais ils se couchaient de toute façon tout en haut du pré où il n'y avait pas de boue. Donc, nous, là, ça fonctionnait bien, mais on voyait bien que c'était complètement... voilà, la boue était profonde, il glissait un peu. Et puis, à force de piétiner aussi, ce qu'on a eu, c'est qu'en été, on a eu des chardons qui se sont installés, alors qu'avant, on n'avait pas de chardons sur cette parcelle.
Donc, c'était favorisé par voilà, de la terre très compacte. Le fait aussi que c'était plus difficile, comme on avait des clôtures en plus, d'entretenir sous les clôtures à ces endroits-là. Donc, les chardons, ils s'y plaisaient bien. Et ce qu'on n'avait pas ni avant, ni présent dans les autres parcelles d'à côté. Donc, c'était Mhm. bien lié à, voilà, à cet aménagement qu'on avait créé. Mais par contre, moi, j'ai vu, de mes yeux vu, la transformation physique de mon cheval, alors qu'avant, il avait été dans une autre pension à quelques kilomètres de là, qui avait à peu près le même dénivelé, donc à peu près la même pente, mais il n'y avait pas d'aménagement avec piste, où il fallait contourner pour aller à l'ouverture du pré qui était ouvert, aller à l'abreuvoir, etc. Et ben en fait, la saddle fiteuse ne le croyait pas parce que j'avais fait enfin, j'avais choisi une selle avec une saddle fiteuse, et puis quand j'ai changé de pension, après, j'ai trouvé que, enfin, que mon cheval, il aimait plus trop sa selle, donc je lui avais demandé de revenir, elle y croyait pas trop, je lui ai dit, mais je pense que là, il s'est vraiment élargi. Au niveau des trapèzes, il avait énormément pris, parce que je pense qu'il était obligé de faire le tour à chaque fois. Et ensuite, j'ai déménagé, et j'ai aussi aménagé, alors pas tout à fait une piste, parce que la configuration s'y prête pas, mais en tout cas, j'ai éloigné les ouvertures des parcelles par rapport aux points d'intérêt. Et les points d'intérêt, donc l'abri avec l'eau et la pierre à sel, sont assez éloignés de différentes parcelles. Et là, malgré ça, alors qu'il y a de la pente aussi, un petit peu, hein, c'est modéré, et mon cheval a refondu. Et donc, j'ai remis la selle que j'avais avant parce qu'elle était de nouveau adaptée à lui, et plus la Mhm. précédente où j'avais dû avoir une ouverture plus conséquente parce qu'il s'était musclé des trapèzes. Et, euh, et donc ça peut avoir un intérêt, mais aussi, euh, quand on aménage de cette façon-là, alors nous, c'était assez facile parce que enfin facile, c'était des piquets amovibles, de la clôture amovible, etc. Mais vous pouvez aussi avoir des chevaux qui vieillissent, et vous avez éloigné les points d'intérêt parce que pour stimuler la marche et tout. Mais sauf que quand votre cheval, soit il a un problème locomoteur, voilà, parce qu'il est vieillissant, parce qu'il a un handicap quelconque, et peut-être que ça devient trop compliqué pour lui. Et j'ai aussi vu dans une pension aménagée, là pour le coup, avec cette volonté dite Paddock Paradise, des chevaux qui, alors, je pense, avaient des petites faiblesses dans leur corps, hein. C'était des grands chevaux de sport qui étaient là aussi parce qu'ils n'étaient pas non plus tout bien dans leur corps, et c'était mieux pour eux de pouvoir marcher régulièrement. Donc certes, c'était mieux, mais la parcelle qui était ouverte était très éloignée, il fallait faire un grand détour. Et en plus, il y avait des insectes. En été, vous savez qu'il y a les insectes qui les embêtent beaucoup. Du coup, les chevaux, ils étaient très statiques en journée, ils restaient à l'abri. Et vraiment, alors, ils commençaient sur la piste à grappiller les 2, 3 brins d'herbe qui restaient, mais forcément, il n'y avait plus grand-chose là. Alors qu'ils avaient une parcelle bien ouverte avec de l'herbe, et ils y allaient vraiment que en fin de journée. Donc là, on a comme ça, moi j'ai une amie, pareil avec sa jument, qui choisissait de rester dans un box, alors un box qui était ouvert, hein, mais elle restait dans le box et elle voulait pas aller dans la parcelle qui était ouverte un peu plus loin, et elle a développé des ulcères gastriques. Alors que c'était un cheval dehors avec Mhm. normalement de l'herbe à volonté, hein. Mhm. Et ça, on le sous-estime. Une autre vieille jument d'une amie, pareil. Elle avait plus cette énergie pour aller d'un point, voilà, à des points d'intérêt éloignés, et elle a aussi développé des ulcères gastriques. Donc, parfois le mieux est l'ennemi du bien, ou il faut juste réfléchir à comment adapter, et peut-être mettre temporairement, je ne sais pas moi, des filets à foin, ou remettre dans un râtelier proche du foin. Et les chevaux, ils aiment quand même l'herbe, donc ils vont y aller, mais à d'autres moments. Mais du coup, ils sont à jeun sinon Voilà. une bonne partie du temps. Et Mhm. l'idée selon laquelle, quand on aménage des pistes, les chevaux marchent plus, ça n'avait jamais été testé avant que l'association pour le développement des sciences équines, dont je fais partie, le teste avec des colliers GPS sur des chevaux. Et donc, ces chevaux, donc cette étude, elle est disponible sur une revue qui s'appelle Pratique vétérinaire équine. Alors, malheureusement, quand on publie, hein, c'est un peu la loi qui tend à changer un petit peu maintenant, la règle en tout cas, c'est que quand on publie dans une revue scientifique, elle est payante. Et donc, on ne peut pas laisser en libre accès cet article si vous voulez. Mais en tout cas, sur le site de Sciences Équines, si vous êtes intéressé, il y a des communications avec Ouais. aussi comment employer les GPS, si ça vous intéresse de le faire, parce qu'il y a quand même des restrictions à l'usage des GPS, hein.
un GPS, par exemple, il va enregistrer, même si il perd de la donnée. Donc, donc, il faut tester les GPS tout seul d'abord. Donc, vous attachez votre GPS à un poteau dans votre pré, là où il n'y a pas d'arbre, et puis vous revenez 24 heures après et vous relevez, vous notez ce qu'il a relevé. Et vous verrez qu'en fait, il n'a pas noté 0, hein, alors qu'il n'a pas bougé, le poteau ne s'est pas déplacé. Et ça permet d'avoir la marge d'erreur du GPS que vous avez et de Mm. savoir du coup, quand vous équiperez votre cheval, quelle est plus ou moins voilà, la distance qu'il a parcourue avec cette marge d'erreur que vous connaîtrez. Pareil, quand un GPS est sous un abri, souvent le signal est perdu par le satellite et du coup, il va aussi inventer de la donnée. Donc, ça peut être bien de tester son GPS comme ça en point fixe, sous l'abri, sur un poteau, pour savoir un peu ce qu'il raconte quand on sait qu'il va mentir, quelque part. Donc, en tout cas, avec donc, Sciences Équines, donc on s'était prémunis de, voilà, de tous ces aléas. On a aussi choisi des participants qui avaient des prés dégagés et pas avec plein de bois, parce que quand il y a une couverture d'arbres, bah, ça bloque les signaux que le GPS Mm. peut capter du satellite. Et puis aussi tout ce qui est vallée encaissée. Là, on sait que ça circule pas bien, les signaux, pareil, ils vont rebondir et bref, les données ne seront pas de qualité. Donc, avec tout ça en tête, des chevaux ont été équipés de GPS durant 3 jours consécutifs et sans sortir du pré, et plusieurs chevaux dans le même pré. Et on a eu des chevaux dans des prés aménagés avec des pistes, dits type Paddock Paradise, et dans des prés non aménagés où les chevaux vont à leur aise dans toutes les zones du pré. Et ce qui est ressorti, c'est que ce soit l'un ou l'autre système d'hébergement, il n'y avait pas plus de distance parcourue avec les pistes que sans les pistes. Mm. Donc, et ça ressortait partout. Et on avait aussi, ce qu'on a trouvé aussi, c'est qu'il y avait des grosses différences entre chevaux. Donc, sur un même endroit, vous pouviez avoir des chevaux qui parcouraient 2-3 km de plus qu'un autre au même endroit. Et que le même cheval pouvait aussi, d'un jour à l'autre, avoir une grande variation, parfois aussi de plusieurs kilomètres. Mm. Donc ça, c'était assez intéressant. Et que globalement, il ne parcourait pas plus que 5-6 km en moyenne par cycle de 24 heures. Et donc, l'idée selon laquelle, quand on fait des pistes, les chevaux marchent davantage, ça semble pas être vrai. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils marchent de la même façon. C'est un peu l'exemple. Alors, c'est un exemple, c'est pas forcément le cas pour tous les chevaux, mais je vous ai dit, mon cheval qui a changé de musculature avec un aménagement de piste ou par rapport à avant où il n'y avait pas de piste, bah, peut-être que c'est lié à une manière de marcher avec un trajet imposé, que en l'occurrence pour mon cheval, c'était peut-être plutôt bénéfique hein, dans son cas. Mais ça, par exemple, le GPS, il permet pas de voir la différence de marche entre marcher pour explorer parce que moi, cheval, je suis en train de chercher un petit brin d'herbe là et puis un petit autre là, et que finalement, j'arrive à ma destination. Alors que celui qui a des pistes, bah, dans la piste, on a dit, il n'y a pas trop d'intérêt. On ne fait que passer pour se Mm. rendre au point d'intérêt. Et donc, peut-être que dans les pistes, on a un effet de marche active qu'on a moins euh, qu'on stimule moins ou qui n'est pas stimulé dans un pré non aménagé. Mais ça, le GPS, la différence entre un pas exploratoire, on va dire plus lent, et une marche active, bah, c'est pas comme une différence entre le pas et le trot. Et nous, avec les GPS, on n'a pas réussi à le distinguer, en tout cas. Donc, ça ne veut pas dire que le Paddock Paradise n'est pas intéressant. Il y a je pense, des choses auxquelles il faut faire attention. Je parlais en particulier des vieux chevaux, des aménagements. Mm. Ouais. Et en Suisse, où ils sont très contraints par l'espace, il n'y a pas beaucoup d'espace, les personnes qui sont haras national vont conseiller de ne pas aménager de façon trop coûteuse pour pouvoir être flexible et se Mm. réadapter aux Ouais. chevaux qu'on accueille. Comme je vous disais, hein, peut-être que vous aviez envie de mettre plein de galets voilà, pour votre cheval, pour qu'il marche comme ci, comme ça. Et puis en fait, vous allez vous rendre compte que les chevaux, juste, ils veulent plus passer par là. Parce que c'est trop désagréable pour eux. Alors ça ne veut pas dire que ça leur fait mal, mais ça leur coûte. Et bah, surtout, voilà, des chevaux qui ont mal quelque part, qui sont vieillissants, peut-être que pour eux, ça devient presque de la maltraitance parfois de vouloir les obliger à faire quelque chose. Mais en même temps, les inciter quand même à se déplacer d'un point A à un point B, par exemple s'ils ont de l'arthrose, bah, ce sera mieux
que de tout leur mettre au même endroit, parce que sinon ils se déplaceront plus et puis ce sera de pire en pire, ils sont de plus en plus coincés. Voilà. Tout est toujours une histoire d'équilibre et de savoir observer et adapter aussi l'environnement aux chevaux qu'on a. Oui, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Donc, parfait. Merci pour cet éclairage sur les Paddock Paradise. Maintenant, comment optimiser le budget temps des chevaux en contexte de vie domestique? Alors je pense que cette question, elle rejoint un petit peu les deux précédentes. Mhm. C'est-à-dire que c'est d'abord satisfaire les besoins des chevaux, quel que soit leur mode de vie, le mode de détention. Donc, alimentation à base de fibres, si possible à volonté. Petite restriction cependant sur ceux qui seraient atteints de syndrome de Cushing, syndrome métabolique équin, qui ne peuvent pas manger comme ça à volonté. Mais voilà, ceux-là sont, on va dire, peut-être des exceptions, mais pour lesquels aussi il faut réfléchir. Avoir des contacts sociaux et tactiles, pouvoir, quand je dis tactile, c'est pouvoir, par exemple, faire un toilettage mutuel avec un congénère. Euh, qui sache le faire ou pas. En tout cas, l'idée, c'est que voilà, ils puissent toucher l'encolure d'un autre et se toucher s'ils en ont envie. Donc, ça peut être par-dessus une barrière. Je pense que déjà, rien que cette possibilité-là, elle est précieuse. Et si possible, pouvoir vivre ensemble, c'est encore mieux. Et puis, liberté de mouvement le plus souvent possible. Voilà, c'est les trois besoins fondamentaux. Pouvoir se coucher à loisir sur une surface sèche, je pense que c'est important aussi. Enfin, c'est pas que je pense, hein, c'est qu'on sait que c'est important. Voilà, donc ça, c'est des points auxquels on peut faire attention. Et puis, l'abreuvement aussi, des points d'abreuvement qui sont, voilà, qui sont si possible. Alors, on a tendance, alors je sais pas au Québec comment vous fonctionnez, mais nous en Europe, typiquement dans les box, on a des tout petits abreuvoirs bols euh, qui sont alors souvent sont avec soit une palette sur laquelle le cheval va appuyer son menton ou un tube qui va appuyer et du coup ça va faire couler l'eau dans le bol. Bah, ça, on sait, d'après des études, que les chevaux boivent moins que quand ils ont un volume, enfin une eau à disposition plus importante, par exemple un grand seau, un grand bac. Les chevaux boivent davantage, ils préfèrent ça. Donc bah, parfois ça peut être juste proposer un abreuvement, voilà. Et puis après, si on peut pas avoir de l'herbe aussi, bah, c'est emmener son cheval brouter, hein, tout bêtement, lui proposer cette possibilité-là en main. Voilà, ça c'est bien aussi. Donc, optimiser le budget temps, je pense que c'est un travail de réflexion et aussi en fonction des groupes qu'on a. Les filets à foin pour ralentir les temps d'ingestion, est-ce que, et donc faire que les chevaux vont s'occuper à manger la majorité de leur temps jusqu'à éventuellement 18 heures par jour. Il n'y a pas d'études si claires que ça sur les effets de ces filets ou de ces slow feeders, parce qu'il n'y a pas que les filets à foin, hein, il y a d'autres dispositifs maintenant. Ouais. Mais euh, bon, parfois, on a aussi des contraintes de gaspillage, je dirais. Donc, on va mettre des filets à foin aussi pour ces raisons-là. Donc, pourquoi pas, hein. En tout cas, c'est des possibilités. Mais en fait, c'est quand même l'alimentation qui va conditionner le reste. C'est-à-dire que si vos chevaux n'ont pas suffisamment de temps consacré à l'alimentation, ils auront beau être avec des copains, ben, les comportements sociaux risquent d'en pâtir. C'est-à-dire que déjà, on risque d'avoir de l'agressivité parce qu'ils ne sont pas forcément bien sur le plan digestif. Et puis, ben, ils ne vont pas euh, probablement avoir autant de contacts qu'ils pourraient en avoir avec les autres parce qu'ils sont focalisés sur quand est-ce qu'on va manger. Alors, je pense à, on a parlé de Paddock Paradise, mais je pense aux écuries actives où on va contrôler l'accès au fourrage parfois, où les râteliers sont contrôlés et vont s'ouvrir à certains moments et tout ça. En fait, on se rend compte que les chevaux, ils attendent. Ils attendent à côté le moment où ça va venir, ou le moment où ce sera leur tour, si c'est sur un système où ils sont reconnus. Donc, ça, pour moi, on peut tomber dans les mêmes travers que dans une écurie où on contrôle tout, je dirais, à la main. Donc, optimiser l'activité des chevaux, c'est déjà satisfaire leurs besoins d'alimentation, de contacts sociaux et de liberté de mouvement. D'accord. Merci. Une question, je dirais, particulière.
mais très intéressante, qui est, j'ai remarqué à plusieurs reprises que la baisse de la pression atmosphérique influence grandement le comportement des chevaux. Ces derniers deviennent plus nerveux, excités et imprévisibles. Donc, deux sous-questions ici. Je vais dire les deux, peut-être tu pourras les Oui. rassembler ensemble dans ta réponse. Que se passe-t-il et comment expliquer ce comportement? Et deuxièmement, que peut-on faire pour aider les chevaux et qu'ils en soient moins affectés? Alors, j'ai malheureusement pas de réponse. Je dirais que baisse de pression atmosphérique, est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est l'arrivée de la pluie? Tout ça? Je sais pas. En tout cas, on sait qu'en temps de vent, les chevaux sont en effet sont agités. J'ai jamais lu quelque chose de scientifique à ce sujet-là, des hypothèses, on en entend, que ça les perturbe au niveau de des sons. Honnêtement, je ne sais pas. Ce qui est donc du coup, je peux peut-être plus aller sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les chevaux pour qu'ils soient moins perturbés. Bah, je dirais c'est la possibilité pour eux de s'abriter. Peut-être c'est aussi les moments où ça va pas être là qu'on va leur demander de se concentrer au cours d'une séance de travail. On voit bien qu'ils sont à fleur de peau et que c'est plus compliqué pour eux. Donc, on peut peut-être voilà, différer notre séance à ce moment-là. Et voilà, des zones d'abri, soit naturelles, hein, une haie ou artificielle. Ça peut être derrière un bâtiment, ça peut être rentrer dans un abri, mais parfois justement ils n'aiment pas parce que peut-être ils ont besoin de voir ce qui se passe. Mais en tout cas, qu'ils aient cette possibilité, s'ils le souhaitent, de se protéger. Et puis si vraiment on voit que les chevaux sont très inquiets et qu'on a une écurie dans laquelle on peut les rentrer, c'est aussi leur proposer, quand je dis proposer, c'est on les amène à l'écurie et on voit s'ils se détendent, s'ils sont un peu mieux que si on les laissait dehors, par exemple, hein. Et du coup, là, on aura la réponse de savoir ce qu'ils vont préférer à ce moment-là. Voilà, en cas de grosses intempéries aussi. Ouais, puis on a des chevaux même qui vont demander à rentrer, hein, et qui vont préférer être dans un box, même contraint pendant parfois plusieurs jours, parce que les conditions météo sont vraiment pas satisfaisantes pour eux. Donc voilà les réponses que je peux apporter avec le peu d'éléments dont je dispose. Oui, je comprends. Donc, maintenant, une question qui, je pense, va intéresser plusieurs personnes, plusieurs propriétaires de chevaux, qui est, les chevaux ressentent-ils nos intentions? Oui, alors ça, c'est une question qui revient très souvent. Euh, alors, pour différentes raisons. Parce que voilà, on dit qu'ils ressentent nos émotions, donc entre émotions, intentions, voilà. Euh, Moi, je dirais, je vais vraiment là mettre encore plus fort ma casquette de scientifique, dire attention à ce qu'on appelle aussi les pensées magiques, qui sont on ne sait pas bien ce qui se passe et du coup on se dit ah ils ont lu nos intentions, ils comprennent nos intentions. Je pense qu'en fait bien souvent il y a des éléments visibles et lisibles pour les chevaux qui arrivent à donc décrypter ce qui se passe d'après notre comportement. Et notre comportement, ça peut être alors, on ne sait pas, hein, là, on n'a pas forcément d'éléments aujourd'hui qui le quantifient, ça, mais peut-être notre changement de rythme respiratoire, notre vitesse de déplacement, la fluidité dans nos mouvements ou des mouvements plus saccadés. Parfois, ça peut être infime, mais on peut imaginer qu'un cheval qui connaît bien son cavalier, son propriétaire ou certains humains qu'il côtoie va facilement déceler une différence dans la manière d'agir d'une personne. Et que bah, peut-être que le jour où elle vient pour chercher le cheval au pré pour l'amener au vétérinaire, euh, et ben, que cette personne peut avoir une petite hésitation et qu'elle se comporte juste un tout petit peu différemment. Et le cheval peut trouver ça suspect parce que la fois précédente, ça avait annoncé un truc pas agréable, par exemple. On se dit, ah bah, j'y suis pas allée avec la même intention que quand je vais le sortir, par exemple, pour aller me balader ou l'emmener brouter. En effet, l'intention est peut-être pas la même, mais c'est surtout que dans notre manière de faire, on a été différent sans nous en rendre compte. Voilà. Donc, par rapport aux intentions, je dis de faire attention à ça. Et on a un cas historique de, de lecture d'un cheval célèbre, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelait Clever Hans.
Alors, en anglais, Clever-Hans, parce qu'en fait, il était allemand, ce cheval, et c'était Kluge-Hans. Et donc, ce cheval vivait au début du XXe siècle, et ce cheval avait été entraîné par un instituteur qui était son propriétaire à compter. Son propriétaire instituteur pensait que sa méthode d'enseignement aux enfants était transposable à ce cheval, qui était son cheval. Et donc, il avait entraîné son cheval à donner les réponses de calcul en tapant du sabot avec un antérieur sur une planche en bois pour donc donner la réponse. Donc, il pouvait donner des réponses à des calculs et puis aussi répondre à des questions de combien de femmes portent un chapeau dans cette salle, etc. Ou quel jour de la semaine sommes-nous. Il pouvait répondre à quelques questions comme ça. Et donc, bien sûr, d'autres personnes se sont tout de suite méfiées. On dit, il y a une triche quelque part. Ce monsieur donne des indications à son cheval et donc le cheval ne sait pas compter. Et le monsieur de bonne foi a laissé son cheval à d'autres personnes pour qu'il teste en dehors de sa présence et le cheval donnait aussi les bonnes réponses. En tout cas, des bonnes réponses. Mais il y avait quand même un esprit chagrin dans l'histoire. Un autre monsieur, donc je crois que c'était Oscar Pfungst, qui s'est dit il y a un truc quelque part, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Et surtout, il s'est intéressé au cas où Hans se trompait. Et en regardant quand Hans se trompait, il a commencé à faire des tests. Et c'est ce qu'on appelle le début. Aujourd'hui, historiquement, ce cas de Hans et de cette situation, c'est dit comme étant le début de la psychologie expérimentale, où on essaye d'isoler des facteurs pour essayer de comprendre ce qui est à l'œuvre par rapport à ce qu'on est en train d'observer. Et donc là, on s'est rendu compte que Hans, quand même, se trompait parfois. Et ce dont ce monsieur s'est aperçu, on peut dire ce chercheur de l'époque, c'est que quand Hans se trompait, c'est que l'humain ou les humains autour de lui ne connaissaient pas la réponse. Donc, bah, ça l'a mis sur la voie de comprendre comment le cheval fonctionnait et ce que le cheval, en fait, faisait. Le cheval ne savait pas compter, mais ce qu'il savait faire, c'était lire très finement des signaux non intentionnels émis par les humains qui lui posaient des questions et de se référer à ça pour arrêter de taper du pied quand il s'approchait de la bonne réponse. Et en fait, ce dont Oscar Funks s'est aperçu, c'est que les personnes, quelles qu'elles soient, involontairement se penchaient légèrement ou se redressaient légèrement vers l'arrière, de l'ordre de quelques millimètres, et Hans se basait là-dessus pour arrêter de taper du pied, et donc, dans la majorité des cas, hein, ça a apporté la bonne réponse. Et donc ce cheval-là l'avait appris avec son propriétaire, instituteur, qui lui ne s'en était pas aperçu, et ensuite l'avait transposé aux autres humains. Donc ce cheval-là, Hans, était particulièrement doué pour lire les humains, et on aurait pu dire qu'on avait voilà, l'intention de l'amener vers la bonne réponse, mais en fait, l'intention se trahissait par des comportements. Et donc, je trouve que ce cas de Hans, alors personne n'a jamais réitéré l'expérience, hein. C'est quand même assez étonnant parce qu'on pourrait se dire, bah voilà, pour l'élégance quand même de l'expérience, ça vaudrait le coup de se dire, ok, même est-ce que j'arrive à entraîner un cheval aussi finement que l'avait fait ce monsieur? Personne ne l'a fait, donc aujourd'hui on prend le cas de Hans, comme je viens de le faire, pour dire voilà, les chevaux ils sont capables de ça. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que Hans était particulièrement doué? Donc voilà, parmi les chevaux, est-ce que ce cheval-là était un génie de la lecture humaine? Ou est-ce que tous les chevaux sont capables de ça? Ça, on ne sait pas non plus aujourd'hui répondre à cette question. Mais en tout cas, je dirais, d'après les nombreuses expériences que tout un chacun vit avec les chevaux, ou des témoignages qu'on a pu entendre à droite à gauche, on sait que les chevaux sont capables de lecture quand même globalement très fine, et les expériences, les résultats des travaux scientifiques aujourd'hui tendent à montrer ça, que les chevaux sont sensibles au regard. Si vous les regardez ou si vous détournez la tête, ils vont faire la différence entre la personne qui accorde de l'attention et celle qui ne le fait pas. Le fait que vous lui tourniez le dos, bah, le cheval va passer par du contact tactile pour attirer votre attention s'il ne peut pas vous faire face. Ou vous contourner pour vous aborder de face parce qu'il sait que là, vous le voyez et que vous pourrez faire attention. Donc voilà, donc, cette petite histoire et cette digression avec Hans, c'est pour dire attention à se dire parfois c'est un peu magique. Je pense qu'on a aussi des éléments observables très fins
qui sont capables de percevoir. Peut-être pas tous les chevaux non plus. Peut-être que ça nécessite un bain dans le monde humain et qu'un petit poulain au départ ou vivant en liberté ne sera pas forcément capable de lire les humains aussi bien que, je sais pas, un cheval d'instruction qui voit plein de cavaliers et ça fait 10 ans qu'il fait ce métier-là. Ces chevaux-là, en général, sont très très forts hein, pour lire les humains et soit être tout à fait coopératifs ou au contraire s'en servir contre les humains. Voilà, dans ces cas-là, c'est plutôt comme ça qu'on les retient. Mais en fait, il y a aussi tous les cas où on a des chevaux qui coopèrent très bien. Donc voilà, je pense ils peuvent être très très forts et que nos intentions en fait sont simplement lisibles. Voilà. Super. Donc, c'était l'avant-dernière question. Maintenant, la dernière question, je vais la lire, elle est un peu longue, mais ça va être très intéressant de t'entendre là-dessus, Hélène. Donc, une question concerne la vie sociale des chevaux. Donc, la personne dit, j'ai entendu de l'un de vos confrères éthologues ceci. Les poulains ne vivent pas au milieu, dans la harde, proche des juments mères, ils vivent à l'extérieur. Ils vont vers leur mère uniquement pour téter et repartent en dehors lorsqu'ils ont fini. Et qu'ils ne vont pas forcément à la tétine de leur mère. Les poulains doivent rester entre poulains et les adultes entre eux. C'est un contraire de vos dires. Donc, qui croire? Donc voilà, bah, merci pour cette question parce que parfois on a peur de vexer ou blesser la personne en étant en contradiction. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Et en effet, en fait, cette question, elle amène plein de choses. Et c'est pour ça que je souhaitais aussi terminer par celle-ci. Mhm. Donc déjà, on va aller sur le contenu en lui-même. Alors, et une autre personne, j'ai pas repris tout à l'heure, avait utilisé le terme de hard. Aujourd'hui, c'est plus tellement usité hein, dans le milieu scientifique en éthologie. Pour décrire les groupes de chevaux, on parle de groupe familial ou famille, éventuellement de harem, mais moi j'aime pas trop, j'aime moins ce terme et j'aime bien la notion de famille pour tous les liens complexes que ça sous-entend, les liens durables, le fait qu'il y a un étalon, plusieurs juments et des jeunes. Donc voilà, si je fais cette petite parenthèse, on parle donc soit de groupe familial, soit de groupe de mâles célibataires, puisque les structures sociales des chevaux, c'est l'un ou l'autre. Et puis très rarement des individus solitaires, il y en a quelques-uns. Le terme de herd, alors je sais qu'en anglais on dit herd, qui continue à être utilisé en anglais, mais de plus en plus quand même, les chercheurs en éthologie vont parler de family group ou family, tout simplement. Et donc, ce terme est de moins en moins utilisé. En français, plus personne n'utilise le terme de hard, si ce n'est pour décrire peut-être des familles de cervidés ou de sangliers. Mais sinon, pour les chevaux, c'est plus le cas. Donc, on va dire que c'est un terme un peu obsolète. Voilà. Ensuite, concernant la place des poulains dans un groupe, bah non, alors, je vais, je vais justement prendre l'attitude de la contradiction, dire bah non, les poulains dans un groupe, ils peuvent aller au milieu, ils sont plutôt très proches de leur mère. C'est vraiment très très rare qu'un poulain ne tète pas sa mère, enfin, qu'il tète une autre jument, hein, c'est vraiment exceptionnel, à l'état naturel, hein, j'entends, et même en conditions domestiques quand même. Et d'ailleurs, si c'était aussi répandu que ça, qu'un poulain n'aille pas à la mamelle de sa mère, les cas d'adoption seraient beaucoup plus faciles chez les juments quand on se retrouve avec en élevage des poulains orphelins. Hein. Bon, ensuite, les poulains, ils interagissent beaucoup avec les adultes et pas qu'avec leur mère, justement. Par contre, ce qui est assez, c'est pas forcément dit là, mais la mère n'est pas suffisante pour développer moi j'appelle ça des compétences sociales. C'est-à-dire que là, on le voit en conditions domestiques par déséquilibre par les conditions d'élevage qu'on va imposer aux chevaux, qu'un poulain qui n'a grandi qu'avec sa mère, voilà, après le sevrage ou quel que soit l'âge, hein, que ce soit 1 an, 6 mois, 1 an, 2 ans, parfois plus, bah, on le met avec d'autres chevaux, il ne comprend pas ce que ça veut dire que coucher les oreilles, donc il ne va pas s'éloigner si un autre lui fait ça. Il ne va pas non plus savoir lui-même prévenir les autres avant d'être agressif. Il va être dans l'exagération du jeu et pas savoir s'arrêter.
Donc, et plus ils sont âgés, plus c'est difficile pour eux de s'adapter et d'apprendre du coup les compétences sociales. Donc là, pour le coup, on sait que la mère n'est pas suffisante pour éduquer. Et donc, quelque part, c'est bien une preuve aussi qu'il y a des interactions avec les autres adultes et que des poulains tout seuls non plus ne développent pas des compétences sociales suffisantes pour être un adulte aguerri sur le plan social, hein. Donc, et puis il y a des interactions aussi avec les talons. Les talons va aussi participer à l'éducation des poulains. Et quand je dis poulain, c'est de la naissance jusqu'à l'âge de 2-3 ans, âge auquel les jeunes, mâles et femelles, vont quitter le groupe de naissance. Donc, je ne vais pas refaire un cours sur le comportement social, hein, c'est dans la formation. Mais voilà, c'est la dynamique sociale, elle est comme ça. Alors, moi, je me permets de dire ça, on peut dire, bah oui, d'accord, très bien. Alors, Hélène dit ça et cette autre personne, elle dit quelque chose de diamétralement opposé. Comment faire le tri des informations? Alors déjà, moi, je vais vous dire que je ne parle pas en mon nom. Moi, je parle au nom, pas au nom d'eux, mais avec appui de publications scientifiques de plusieurs chercheurs qui ont publié des articles, qui ont été relus par des confrères chercheurs aussi, et donc qui ont été validés par une communauté scientifique. Donc il y a un consensus, il y a un accord sur la qualité des observations qui ont pu être faites et qui ont mis ça en avant. Et ça, voilà, il n'y a personne qui conteste ça aujourd'hui, hein. Et même, je ne sais même pas si ça a été un jour contesté, parce que grosso modo, quand il y a eu les études, je parle au passé, parce qu'il y en a beaucoup moins maintenant, mais sur le comportement social des chevaux à l'état naturel, donc typiquement les Mustangs hein, aux États-Unis, au Canada, euh, c'était, voilà, il y avait plusieurs chercheurs en même temps qui travaillaient sur des populations de chevaux libres, ou les chevaux de l'île de Sable en Nouvelle-Écosse, Mhm. peut-être, alors moins les chevaux du désert de Namibie parce qu'ils ont été moins suivis, mais un peu les Brumbies aussi. Mhm. Voilà, les poneys aussi des îles Assateague et Chincoteague sur la côte est des États-Unis. Donc toutes ces populations étaient étudiées à peu près aux mêmes époques, dans les années 1960-70 et 80. Et voilà, on a des observations qui toutes concordent. Et quand on a des chevaux qui retrouvent leur liberté, on observe de nouveau ça. Les chevaux de Przewalski sont organisés de la même façon, etc. Donc ça, on a vraiment une quantité de références scientifiques qui vont dans ce sens-là. Donc, on peut avoir assez confiance dans ces observations et la qualité de ces observations. Ensuite, donc, que des personnes aient pu observer d'autres choses, on ne peut pas mettre ça de côté, on ne peut pas l'écarter. Et aussi, ça dépend dans quel contexte. C'est-à-dire que peut-être que là, cette personne-là parle d'une situation dans un élevage qu'il a observé un jour et que soit il en a fait des généralités ou lui, il a utilisé dans certains contextes et il n'a pas plus généralisé que ça. Mais en tout cas, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quelles sont les références de cette personne, sur quoi il se base. Et donc moi, quand je vais notamment écrire. À l'oral, on le fait moins, hein, mais à l'écrit, on donne normalement ses références. Et si une personne est intéressée, elle peut aller du coup lire l'article scientifique, alors si tant est qu'elle y ait accès. Mais dans les universités, vous aurez accès par les bibliothèques universitaires à ces articles. Parfois, ce sont des articles plus plus généraux que voilà, vous pourrez retrouver aussi sur le site Wikipédia des haras nationaux en France. Donc, il y a quand même moyen d'avoir accès à ces ressources. Et puis aussi, ce Mhm. qui est intéressant de voir, non seulement c'est quelles sont les sources, de déjà, un, est-ce que les sources sont citées? Deux, est-ce qu'elles sont, est-ce qu'elles existent? Donc, on pourrait aller vérifier ça. Et puis, trois, c'est est-ce qu'elles sont aussi valables? Alors, ça demande un peu plus de connaissances scientifiques pour le coup, mais déjà, si vous voyez que c'est toujours la même personne qui est citée en référence, c'est suspect. Voilà, ou si c'est une communication personnelle, parce que ça, on peut s'en servir comme référence, ça suffit pas. Il faut quand même que ça ait été publié dans une revue à comité de lecture, publié pardon, sur ce sujet. Donc, c'est est-ce qu'on cite les références? Est-ce qu'elles sont diverses? Et puis aussi, qui est la personne qui parle? Donc, cette personne qui, donc là, est présentée comme un confrère éthologue,
avec Sandy, on disait, bah, c'est quoi éthologue? Et déjà, ce qu'on dit éthologue, Mm. éthologiste. Alors moi, je dis, bah, on peut dire les deux, hein. Et il n'y a pas de titre qui protégerait ce titre, justement. Il n'y a pas de loi là-dessus en France, ni à l'étranger, enfin, ni en dehors, ni dans les autres pays. Et donc, aujourd'hui, n'importe qui peut dire je suis éthologue ou je suis éthologiste. Alors, moi, je dis un peu plus facilement éthologiste parce qu'en anglais, on dit ethologist, mais et qu'avec l'équitation dite éthologique, par abus de langage, les personnes qui pratiquent le travail à pied, l'éducation du cheval, sont abusivement appelées éthologues. Mais d'ailleurs, certains sont appelés éthologues, mais s'en défendent. Ils disent, bah non, mais moi, je ne suis pas éthologue, mais les gens m'appellent éthologue. Donc, ils n'ont pas de formation, en général, la plupart du temps, hein, ils n'ont pas de formation scientifique. Mm. Et on pourrait dire que un éthologue ou un éthologiste, il a un bagage scientifique universitaire, au moins de niveau 5 ans d'études voilà, à l'université. Éventuellement un doctorat, donc un PhD, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je n'ai pas de PhD. Je me suis arrêtée au niveau master, mais c'est normalement au moins le niveau master parce que c'est à ce moment-là qu'on a fait des études en éthologie. Avant, on n'a pas forcément eu, on a une formation en biologie ou en psychologie éventuellement, mais on n'est pas qualifié en éthologie. Donc ce titre n'est pas protégé. Donc est-ce que cette personne dite éthologue, est-ce qu'elle a une formation en éthologie, on va dire, conséquente? Voilà, donc c'est qui est cette personne, d'où est-ce qu'elle parle, est-ce qu'elle cite ses références, est-ce qu'on peut trouver ces références, est-ce qu'elles existent, parce qu'il y en a voilà, qui inventent aussi parfois des choses. Et, euh, et voilà, donc où est-ce que c'est des observations personnelles? Après, je ne remets pas, je vous dis, en cause les observations personnelles. Il faut juste les contextualiser. Euh, Aujourd'hui, en science, on n'aime pas les observations personnelles. Bon, je pense que c'est un peu dommage, hein. Parfois, on se prive de quantité d'informations. Il faudrait savoir justement les contextualiser et les valoriser d'une manière qui évite qu'on puisse dire tout et n'importe quoi sur un même sujet, parce que ça, c'est aussi un problème. On ne peut pas non plus se permettre ça. Mais pour autant, voilà, je pense qu'il y a quand même une valeur à ce que peuvent rencontrer les gens, témoigner les gens, mais en faisant attention de nouveau au contexte et à ce que ça raconte vraiment. Donc là, cette petite digression sur, on va dire, le contenu, puis d'où vient ce contenu, je pense que c'est intéressant aujourd'hui d'y faire attention parce que moi, quand j'ai commencé mon métier de médiation scientifique, Internet était beaucoup moins répandu. Donc on avait beaucoup moins ce souci-là. Les personnes qui s'exprimaient avaient en général un bagage, c'était plutôt sérieux. Maintenant, avec les réseaux sociaux et Mm. avec les réseaux sociaux, juste Internet, euh, la- l'information est disponible partout, tout le temps. Il y a toujours des nouvelles informations. Et en fait, aujourd'hui, le défi sur les informations scientifiques, et là, je dépasse vraiment le cadre de l'éthologie et du comportement des chevaux, hein, c'est de faire le tri dans les informations. Aujourd'hui, exercer son esprit critique, c'est, je pense, une vraie démarche et ça pourrait même faire l'objet de vraies formations, de formations vraiment à ce sujet-là, parce que bah voilà, on voit bien que les fake news, les infox, comme on dit aussi en français, se taillent une part belle au milieu voilà, d'informations scientifiques qui, pour le coup, répondent à certains standards et qui, fort heureusement, existent et qui permettent quand même d'avoir certaines idées et parfois certaines certitudes, même si les sciences évoluent. Il faut aussi savoir qu'il y a des connaissances qui sont en construction et il y a aussi des savoirs qui sont stabilisés. Mm. Par exemple, que la Terre est ronde, bon, bah, on a beau avoir les théories platistes, voilà, on a quand Mm. même des éléments de preuve aujourd'hui. Je pense que la Terre soit ronde, c'est un savoir stabilisé. Voilà. Mm. Donc, voilà, cette question, pour le coup, était assez intéressante parce qu'elle permet d'aborder aussi tous ces aspects-là. Parfait. Et tu en parles aussi tu donnes justement un cours à cet effet-là concernant le métier ou le titre d'éthologue dans la formation de praticien. Là, t'en parles pendant presque une heure, donc on va s'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire, effectivement, c'est très intéressant. Donc, merci beaucoup, Hélène, pour tes réponses. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes
Pour te retrouver, et les lectures aussi que tu suggères, j'invite les gens à s'inscrire à ton infolettre. Oui, Donc, je vais mettre le lien dans le descriptif. Alors, pour ne rien manquer avec Hélène, donc je pense que tu en envoies une par mois, si je me ouais, c'est trompe. ça, tout à fait. Et Donc, ce que je fais, c'est que dans cette infolettre, alors moi je dis lettre d'info, j'en fais en effet une par mois. Je commence par une partie où je dis où vous pouvez me retrouver. Donc c'est parfois sur une webconférence, c'est parfois lors d'un salon, ça peut être lors d'un stage, ça peut être sur une séance de dédicace à un endroit, voilà, donc ça peut être varié. Et donc c'est là où je parle un peu de mes activités. Et puis après, j'ai trois rubriques où j'essaye d'apporter du contenu qui n'a pas forcément de rapport avec moi, si ce n'est l'intérêt que je porte à ces informations-là. Par exemple, dans ma prochaine lettre, j'ai fait un partage d'un podcast, donc une émission voilà, à écouter sur un chien comédien et donc la manière dont ses partenaires de scène, de plateau, de théâtre parlent de lui. Ben, c'est hyper intéressant pour cet aspect de relation humain-canin, là, pour cette fois. mhm. Dans une autre rubrique, eh bien, je parle d'un livre à destination des enfants où justement, on revient un petit peu là, on tord le cou à des mythes sur les animaux, là, donc ça s'appelle Mytho Animaux. Et il y a une éthologue qui participe à l'écriture de ce livre. Et par exemple, non, les caméléons ne changent pas de couleur au gré de leurs envies pour se camoufler. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça et qui peuvent même servir aux adultes. Et Mhm. puis, je sais plus, la troisième rubrique, ce que c'était, je l'ai plus en tête. Mais voilà, donc j'ai trois rubriques comme ça où ça peut être des expositions, des livres, des podcasts, des émissions sur des chaînes de télévision françaises, suisses et pourquoi pas canadiennes aussi. Vous avez le droit de me partager, bien sûr, si vous voyez des choses intéressantes. Je suis preneuse de ce type d'informations à partager parce que je pense qu'il y a toute une communauté qui s'intéresse à ça, donc en lien avec les animaux et ou le comportement, les chevaux. Voilà. Parfait. Alors, c'est dit. Et n'hésitez pas à vous inscrire à son infolette qui sera, comme je viens de le mentionner, dans le descriptif de la vidéo. Alors, merci Hélène et à une prochaine. Merci de votre attention et bonne continuation auprès des chevaux.